bienvenue à Inside News RDC. À l'heure où je vous parle, les pluies diluviennes qui s'abattent sur Kinshasa rappellent cruellement la fragilité de nos foyers. Alors qu'à des milliers de kilomètres de là, dans les salons feutrés de Washington, se joue le destin de nos richesses. Cette édition navigue entre ces deux réalités, l'agitation diplomatique américaine et les eaux insalubres qui montent dans nos quartiers. Le fil conducteur de ce soir est un équilibre de haute voltige. Comment obtenir la sécurité sans brader notre souveraineté minière sur l'autel des intérêts étrangers? Nous disséquerons le partenariat stratégique RDC-USA sous l'ère Trump, marqué par des promesses d'investissement massifs, mais aussi par une pression inédite contre Kigali. Nous parlerons également de la menace sur notre identité numérique et de la lutte pour le pouvoir d'achat dans le secteur des télécoms. Car si le cuivre et le cobalt congolais sont les poumons de la transition énergétique mondiale, il est temps de se demander si ce souffle profite enfin aux poumons de nos propres enfants. Les informations d'aujourd'hui seront denses. Sans plus tarder, plongeons dans leurs analyses. Le mercredi 4 février 2026, à Washington, D.C., le destin industriel de notre nation a franchi une étape décisive lors d'une série de rencontres de haut niveau impliquant le sommet de l'État congolais et les géants de la finance américaine. Cette offensive diplomatique ne constitue pas une simple visite de courtoisie. Elle représente une tentative audacieuse de redéfinir la souveraineté économique congolaise face à une hégémonie chinoise qui, pendant des décennies, a capté nos ressources sans laisser de traces industrielles palpables sur notre sol. À l'échelle mondiale, le cuivre et le cobalt congolais sont devenus les munitions d'une guerre froide technologique pour le contrôle des énergies de demain. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a présidé une réunion ministérielle inaugurale où la RDC, forte de ses 25 000 milliards de dollars de réserves inexploitées, s'est imposée comme le partenaire incontournable de la transition énergétique. John Jovanovic, président de l'Exim Bank, a officiellement ouvert les discussions sur l'intégration de notre pays dans le programme Project Vault. Ce dispositif de 12 milliards de dollars vise à constituer des stocks stratégiques mondiaux, plaçant nos métaux au centre de la sécurité nationale des États-Unis. Le ministre des Mines, Louis Watoum, a martelé une position ferme. Le pays ne souhaite plus être une réserve de matières premières. Cette vision a été relayée lors d'échanges avec George Kolitides, de l'unité de guerre économique du département de la guerre, et Connor Coleman, du DFC. L'objectif affiché est d'attirer des investissements responsables pour la transformation locale. Robert Friedland, d'Ivanhoe Mines, a confirmé des discussions avancées avec la Gécamine et Mercuria pour approvisionner le marché américain depuis la mine de Kipushi. Pourtant, la mémoire de notre peuple nous impose une prudence rigoureuse. Certains leaders de l'opposition, dont les voix résonnent sur les chaînes internationales, nous rappellent que le roi des Belges considérait autrefois notre pays comme sa boutique privée entre 1884 et 1908. Est-il admissible de revivre cette logique de comptoir sous un nouveau drapeau? Si les discours parlent de pays solution, les infrastructures nécessaires à cette ambition, comme le barrage d'Inga ou le corridor de Lobito, restent des chantiers en devenir. Pendant que les officiels vantent des partenariats, les opérateurs miniers du Sud-Est, au Lualaba et dans le Haut-Katanga, s'inquiètent de voir ces accords servir les intérêts de Washington avant de bâtir nos propres usines. Nos experts, ceux qui ne dorment pas dans les bureaux climatisés, nous alertent. La dépendance reste une vulnérabilité si elle n'est pas encadrée par une gouvernance nationale impitoyable. Transformer le cobalt sur place demande une énergie stable et une main-d'œuvre qualifiée, deux piliers qui font encore défaut. Pour nos concitoyens, l'impact réel de ces signatures se mesurera à la création d'emplois industriels durables et non à la hausse des indices boursiers à New York. En offrant un droit de premier regard aux entreprises américaines, la RDC cherche une assurance vie sécuritaire. Mais briser le cycle de l'exportation brute exige plus que des paraphes. Cela demande une révolution intérieure pour que la valeur ajoutée ne s'évapore pas dans les circuits de la corruption.
Sommes-nous capables de devenir un géant industriel en nous appuyant sur les banques d'une puissance qui cherche avant tout sa propre sécurité d'approvisionnement? La transformation locale est-elle une promesse de développement ou un argument de négociation pour obtenir un soutien militaire face à l'insécurité qui gangrène nos richesses? Cette richesse du sous-sol, si convoitée, ne vaudra rien si nos frontières restent des passoires. Car pendant que Washington signe des chèques pour notre cobalt, à l'Est, le sang de nos frères continue de couler, mettant à l'épreuve la sincérité de nos nouveaux partenaires. Le 5 février 2026 marque un tournant dans la perception américaine du conflit qui déchire l'Est de notre nation. La diplomatie de salon à Washington se heurte violemment à la réalité sanglante du terrain. Au nord et au sud Kivu, les déplacés se comptent par centaines de milliers. 200 000 nouveaux ces dernières semaines seulement, tandis que l'administration Trump semble sortir de sa torpeur diplomatique et durcir le ton. Alors que le président Félix Tshisekedi s'entretient avec Marco Rubio et Brian Mast, les engagements de Washington pris 2 mois plus tôt sont aujourd'hui confrontés à la réalité semblante. Le M23, soutenu par le Rwanda, n'a pas maintenu ses positions. Il a étendu son emprise, défiant ouvertement la médiation américaine. Sur la scène internationale, les révélations d'Africa Intelligence confirment qu'un nouveau train de sanctions se prépare. Washington exige désormais le retrait immédiat des rebelles. Le Congrès américain pousse désormais pour frapper l'appareil sécuritaire rwandais. Des élus influents comme Brian Mast, président du Comité des Affaires étrangères, Sarah Jacobs, Gregory Meeks, ainsi que les sénateurs Jim Risch et Jan Shaheen ont été clairs. Le retrait des troupes rwandaises n'est plus une option, c'est une exigence. Brian Mast, après avoir visité les camps de réfugiés la semaine dernière, a exprimé une frustration profonde. Ses mots sont sans équivoque. « Je suis fatigué de voir la mort ». Il pousse désormais l'administration à sanctionner les dirigeants de Kigali, et peut-être Paul Kagame lui-même, refusant de se contenter d'une demi-mesure. Des sanctions visent déjà James Kabarebe et des hauts gradés des RDF, accusés de soutenir directement les rebelles de l'AFC M23. Mais regardons ce dossier avec les yeux de la réalité. C'est ici que s'active notre loupe critique. Le décalage est pourtant flagrant. À quoi servent ces accords de Washington ou de Doha si quelques jours seulement après la signature de l'accord de Washington, deux engins frappent encore l'aéroport de Bangoka à Kisangani? Le M23 a lancé des drones contre cette infrastructure vitale. 8 engins porteurs de sous-munitions ont été neutralisés. Preuve que Kigali poursuit ses hostilités malgré ses signatures. Mike Waltz, au Conseil de sécurité, accuse Kigali de contrôle stratégique sur le M23. Le mécanisme de vérification MCVE+, soutenu par la MONUSCO et la médiation du Qatar à Doha, tente de stabiliser un cessez-le-feu qui reste pour l'instant une fiction pour nos populations civiles. Cependant, pendant que les sénateurs discutent, les rebelles collectent déjà plus de 800 000 $ par an en taxes sur nos minerais, selon les rapports de l'ONU. L'efficacité des sanctions passées, comme celle visant James Kabarebe, s'est avérée dérisoire. Elles n'ont jamais stoppé la machine de guerre. Le régime de Kigali continue de justifier son agression par la présence des FDLR, un récit que Washington semble enfin rejeter. La pression monte, mais la souffrance de nos compatriotes ne peut se satisfaire de condamnations verbales. Le peuple congolais n'attend plus des communiqués. Il exige des résultats immédiats. L'appareil sécuritaire rwandais doit sentir le coup de son aventure en RDC devenir insupportable. Sans une action coercitive réelle sur les réseaux économiques qui blanchissent le coltan pillé à Roubaïa, le deal de Washington ne sera qu'une transaction géopolitique, où nos minerais sont garantis aux Américains sans que notre sécurité ne soit assurée en retour. Les promesses de sanctions sévères formulées par les sénateurs Jim Risch et Jan Shaheen doivent se traduire par un arrêt effectif du pillage et des massacres, sous peine de voir ces accords rejoindre les archives des espoirs trahis. Le pivot critique est sans appel. Comment accorder de la crédibilité à une médiation
qui célèbre une paix historique alors que l'intégrité de notre territoire est violée chaque jour? Sommes-nous en train de sacrifier notre sous-sol pour une tranquillité qui n'existe que sur le papier? Les sanctions annoncées sont-elles un véritable outil de pression ou une parure cosmétique pour calmer l'indignation du Congrès américain? Mais cette souveraineté territoriale, si chèrement défendue, possède une autre frontière, invisible celle-là, celle de nos données et de notre identité nationale. Dans les couloirs de nos ministères à Kinshasa, un projet aux enjeux colossaux suscite une inquiétude légitime, la mise en œuvre de l'identité numérique nationale. Il s'agit de confier l'ADN civil de plus de 100 millions de Congolais à des entités privées. Ce qui est présenté comme une marche forcée vers le modernisme ressemble à une zone d'ombre stratégique. Dans l'économie moderne, les données sont plus précieuses que l'or. Elles permettent d'ouvrir un compte, de voter, de voyager et de planifier la défense nationale. Pourtant, une tribune de l'Observateur politique, R. Lukusa, souligne une fragmentation inquiétante entre le ministère de l'Intérieur, responsable légal via l'ONIP, et le ministère du Numérique. Pourquoi une telle division pour une ressource aussi critique? Passons ce dossier au crible de notre loupe critique. Le test de souveraineté est cinglant. Le gouvernement semble prêt à confier nos empreintes biométriques à des entreprises étrangères dont les références sur des projets d'envergure similaire sont invérifiables. Certaines de ces firmes, bien que cotées au Nasdaq pour lever des fonds en 2024, ne présentent pas d'historique industriel solide en Afrique, selon les rapports de l'UCPPP. Confier notre registre national à des acteurs non certifiés est un risque systémique majeur. C'est ici que le test de l'arnaque s'impose. Où sont les preuves de compétence de ces partenaires privilégiés qui écartent nos ingénieurs locaux? La réalité est rugueuse. Nous avons déjà connu les déboires de la taxe RAM, lancée sans fondement légal clair. Aujourd'hui, on risque de créer un État numérique parallèle avec des doublons et des vulnérabilités irréversibles. L'identité d'un citoyen n'est pas un laboratoire d'expérimentation pour des partenariats publics-privés opaques. C'est le socle invisible de la sécurité nationale. Si nous perdons le contrôle de nos données civiles, nous perdons le contrôle de notre avenir. La digitalisation doit sécuriser le droit existant, pas fragmenter la nation pour satisfaire des intérêts commerciaux. Une carte d'identité de démonstration remise au chef de l'État, il y a quelques années, pose une question glaciale. Où sont stockées ces données aujourd'hui, en l'absence d'infrastructures nationales souveraines? Pourquoi l'État peine-t-il à construire sa propre infrastructure de stockage pour protéger ce trésor? Est-il acceptable que des entreprises étrangères détiennent les clés de notre registre civil pour les décennies à venir? Cette gestion administrative opaque contraste avec la volonté d'exigence affichée dans le secteur privé, où l'État tente enfin de faire respecter les droits des travailleurs. La santé financière de nos foyers est au cœur des dernières orientations de l'exécutif. Une instruction présidentielle vient de secouer le secteur des télécommunications, dominé par des multinationales comme Vodacom, Orange, Airtel ou Africell. Le gouvernement exige désormais l'application de l'article 40 de la loi de 2020. Cette disposition impose de réserver 5% du capital social de ces entreprises aux travailleurs congolais. C'est une volonté de rééquilibrer le partage de la richesse. Dans un secteur où le chiffre d'affaires a bondi de 9% pour atteindre 2,09 milliards de dollars en 2024, il est anormal que ceux qui produisent cette valeur en soient exclus. Le ministre de l'économie, Daniel Mukoko, et celui des postes et télécoms sont instruits d'engager des discussions pour concrétiser ce droit. Voir nos compatriotes percevoir des dividendes pourrait transformer le dialogue social et le pouvoir d'achat des ménages. Sur le front du commerce international, le ministre Julien Paluku-Kahongya a annoncé le renouvellement de la loi américaine AGOA jusqu'en décembre 2026. Cette décision permet d'exporter plus de 6000 produits, dont le café et le cacao, vers le marché américain sans droit de douane. Pour soutenir cet élan, les travaux du port en eau profonde de Banana progressent. DP World confirme que la première phase sera achevée fin 2026, permettant l'accostage des premières cargaisons
et réduisant notre dépendance aux ports des pays voisins. Le bénéfice pour le citoyen est immense, car l'AGOA offre un débouché réel pour nos agriculteurs, à condition que l'État soutienne la production locale pour répondre aux normes américaines. Comment garantir que ces 5% ne seront pas captés par une élite administrative au détriment des véritables employés? Le port de Banana sera-t-il réellement le poumon économique promis ou un autre projet qui se heurte aux réalités de notre logistique? Quittons maintenant les bureaux climatisés de Kinshasa pour la boue des routes provinciales, là où les chiffres de la croissance se fracassent contre la réalité du terrain. Les soubresauts de l'administration territoriale nous mènent à Mbandaka, où le collectif des citoyens révoltés a déposé une pétition pour dissoudre l'Assemblée provinciale de l'Équateur, accusant les députés de bloquer l'exécutif pour des intérêts personnels. Au Sankourou, l'ex-gouverneur Victor Kitenge rompt le silence. Il déplore que ces réformes de digitalisation financière aient été jetées aux ordures et appelle les élus à un choix responsable lors des élections du 24 mars pour sortir la province de la pauvreté. À l'opposé, la province de la Lomami montre un visage de résistance. 613 jeunes ont rejoint les rangs des FARDC à Cabinda et Ndlandajika, répondant à l'appel de la patrie. Enfin, dans la Chopo, le gouverneur Paulin Lendongolia a formellement démenti la fermeture de l'aéroport de Bangoka. Les vols continuent malgré les provocations, les services de défense ayant neutralisé 8 drones ennemis. La vie de la nation résiste envers et contre tout. À l'approche des élections de mi-mandat, Donald Trump intensifie sa rhétorique sur le système électoral américain, suggérant que Washington devrait centraliser l'organisation du vote dans 15 États clés pour combattre une corruption qu'il juge endémique. Cette remise en cause d'un pilier fédéraliste crée une onde de choc constitutionnel à Washington et devrait retenir notre attention à Kinshasa, car une Amérique absorbée par ses factures internes risque de relâcher sa vigilance diplomatique dans les Grands Lacs. Le suivi des sanctions contre Kigali, le partenariat sécuritaire avec les FARDC, l'équilibre fragile de la médiation régionale pourraient glisser vers l'arrière-plan d'une administration en crise. Notre sécurité dépend en partie de cette cohérence américaine, désormais menacée par les tempêtes politiques outre-Atlantique. Pourtant, alors que Washington vacille, Paris se réveille. Un séisme silencieux secoue l'opinion française. Selon un sondage Norstat, 98% des citoyens estiment que la communauté internationale doit condamner l'intervention rwandaise en RDC. C'est un renversement historique pour le narratif longtemps intouchable de Paul Kagame. Plus percutant encore, 94% des Français appellent au boycott des entreprises achetant des minerais de conflit, établissant un lien direct entre leur consommation quotidienne et le sang versé dans les collines de l'Est. L'Europe commence à regarder l'Afrique centrale non plus comme un théâtre lointain, mais comme un miroir de ses propres responsabilités. À Kinshasa, la pluie a encore transformé les rues en torrents. À Barumbu, les mères de famille voient leurs biens, acquis après des mois d'épargne, flotter dans des parcelles inondées par l'obstruction des collecteurs. À Selembao, les érosions menacent d'engloutir les postes de police, tandis que les habitants pataugent dans une eau insalubre montant jusqu'aux genoux. À l'autre bout du pays, Kamituga étouffe sous la dégradation de la RN2. Le litre d'essence a bondi à 9 500 francs congolais. Le savon bleu coûte désormais 6 500 francs. Et le kilo de viande a atteint les 25 000 francs. Les camions embourbés isolent des populations entières, créant une crise alimentaire imminente. Pourtant, dans cette même Lomami, l'appel de la nation a trouvé un écho puissant. À Cabinda et Mweneditu, 613 jeunes recrues ont rejoint volontairement les rangs des FARDC. Sous la supervision du colonel Jean-Pierre Kalala, ces nouveaux soldats entament leur formation au camp Capitaine Ewoke, incarnant la volonté de rajeunir notre armée et envoyant un signal fort à ceux qui doutent de la détermination du peuple congolais. Et tandis que ces jeunes s'engagent pour défendre du territoire, des projets d'avenir prennent forme. À Cabinda,
la RVA lance les études techniques pour la construction de l'aéroport de Ntunta, infrastructure stratégique destinée à désenclaver durablement la province. De Kinshasa aux confins de la Tshopo, entre inondations, pénuries et routes défoncées, la République tient. Elle tient par la sueur de ses mères qui sauvent leurs maigres biens, par le courage de ces jeunes qui prennent les armes, par la persévérance de ces ingénieurs qui déciment des aéroports dans la brousse, et par la vigilance de ces soldats qui abattent dans le ciel les menaces avant qu'elles ne touchent terre. La résilience congolaise ne se proclame pas, elle s'écrit au quotidien, genoux dans l'eau boueuse ou regard fixé sur l'horizon stratégique. Cette édition s'est articulée autour de 4 axes stratégiques. Le partenariat RDC-USA place nos 25 000 milliards de dollars de réserves au cœur de la transition énergétique mondiale, avec des promesses d'investissement via le Project Vault. Mais la transformation locale devra résister à l'épreuve de la gouvernance pour créer de vrais emplois industriels. La pression diplomatique contre Kigali s'intensifie enfin à Washington, avec des sanctions ciblées envisagées par le Congrès. Pourtant, les 200 000 nouveaux déplacés rappellent que les accords ne stoppent pas les balles. Notre souveraineté numérique est menacée par la privatisation opaque de l'identité biométrique de 100 millions de Congolais. Enfin, la règle des 5% dans les télécoms exige que les travailleurs congolais bénéficient enfin d'un secteur qui a généré 2,09 milliards de dollars en 2024. La question centrale demeure, négocions-nous notre émancipation ou refinançons-nous notre dépendance? Permettez-moi de partager avec vous une réflexion de Cheikh Anta Diop. Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Cette pensée résonne puissamment ce soir. Si nous oublions que le Congo fut jadis la boutique privée d'un roi étranger, nous risquons de répéter les mêmes erreurs sous des drapeaux différents. La mémoire de nos luttes n'est pas un fardeau. C'est notre boussole pour exiger la transformation locale et refuser la dépendance déguisée en modernité. Pour approfondir ces enjeux, je vous invite à visionner notre dossier d'analyse, l'accord de Washington et la stratégie de pillage organisé, disponible sur notre canal YouTube Inside News RDC. Que Dieu bénisse notre nation, qu'il protège nos vaillants militaires sur le front et apporte la paix dans nos foyers. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine édition. C'était Mallory pour Inside News RDC. Bonsoir et bonne continuation.